Chers amis internautes, bienvenue une fois encore dans votre émission L'actualité à la loupe. La grosse actualité de cette semaine reste la formation tant attendue du premier gouvernement du deuxième quinquennat du président Patrice Talon. Au lendemain de sa prestation de serment, tous les regards étaient rivés sur le président Talon en attendant que la fumée blanche puisse enfin sortir de la maison Palais. Finalement, dans la soirée de ce mardi 24 mai, le mystère a été levé. Chaque chapelle politique a été située par rapport au gain attendu de la bataille électorale. Mais la joie aurait été de courte durée suite à la publication de la liste des anciens nouveaux membres du gouvernement. En lieu et place d'un remaniement digne du nom, au lendemain de l'élection, c'est à un petit coup de pinceau et un jeu de chaises musicales que nous avons plutôt assisté. 3 départs, 2 entrées et un repositionnement, voilà le résultat qui a sanctionné la longue attente des différents partis politiques ayant soutenu la candidature du chef de l'État, Patrice Talon. La grande surprise issue de la formation de ce gouvernement reste la suppression du ministère de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Le chef de l'État s'est même justifié en ce qui concerne la suppression de ce poste dont il entend confier les prérogatives désormais à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Quant à la défunte direction de la communication, son directeur est désormais promu secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, donc en charge de la propagation. Quelle lecture faire de cette nouvelle équipe gouvernementale? Que comprendre de la suppression du poste du ministère de la Communication et de la Poste? Quel peut être désormais le cadre de coopération entre le gouvernement et la presse? Comment le gouvernement entend-il mener sa propagande? Voilà donc autant de questions parmi tant d'autres que nous essayerons d'aborder sur ce plateau spécial avec nos invités. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va les introduire avec ce générique. Retour sur ce plateau de l'actualité à la loupe. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais, aujourd'hui nous allons parler des questions liées à la communication et aux médias suite à la publication du gouvernement du président Patrice Talon. Et pour en débattre, je reçois pour vous 3 invités. Je vais me permettre de les présenter à ma gauche. Nous avons le doyen José Perzo Anago. Il est journaliste, directeur de publication de La Dépêche, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, ma chère consoeur. Merci. Bonjour à vous et aux amis internautes. Bienvenue, merci d'accepter notre invitation en face donc de Perzo Anago, Agapite Napoléon Mafouikan. Il est communicateur, directeur d'organes de presse et ancien conseiller à la HAC. Monsieur Agapite, bonjour et bienvenue. Bonjour aux internautes, bonjour à toutes et à tous. À ma droite, Marcel Zoumenou qui représente ici l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, l'ODEM. Il en est le secrétaire général. Bonjour, cher ami. Bonjour. Alors, nous allons commencer donc cette émission avec cette première question. Est-ce que vous êtes satisfait de ce remaniement qui est survenu il y a 24 heures? C'est difficile de répondre à la question telle qu'elle est posée parce que je n'ai pas personnellement tous les éléments pour faire mes analyses. Je ne sais pas réellement quelles sont les organisations politiques que le chef d'État a consultées. Et ce n'est pas non plus la philosophie, les motivations qui le guident à constituer son gouvernement. Je fais le constat qu'il a décidé de maintenir la plupart de ses anciens ministres de son parti. Il a décidé de faire entrer le PRD, qui est un parti qui le soutient
depuis 2016. Et puis il a décidé de supprimer un ministère qui, pour moi, me paraît un ministère important dans un pays qui aspire au développement, un pays qui est dans une démarche de développement. Et donc, c'est peut-être sur ces aspects qu'on pourrait avoir à supputer, excusez-moi le terme, pour analyser, puisque je dis, chaque fois qu'un chef d'État constitue son gouvernement, c'est un pouvoir discrétionnaire pour lui de faire entrer qui il veut, de faire sortir qui il veut. Nous n'aurons toujours pas les éléments factuels, tous les éléments factuels pour faire de bonnes analyses. Alors, Anago Perzo, dites-nous, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle équipe gouvernementale? Comme l'a dit mon prédécesseur, je constate, comme tout le monde, mieux encore, je suis tenté de dire que même le chef de l'État, après avoir opéré ce choix, je me demande s'il est satisfait. Ce n'est qu'à l'œuvre qu'il pourra être satisfait ou non. Donc là, il y a de façon synthétique, on peut dire qu'il y a une équipe qui a été mise en place et qu'à l'aune de la pratique, on pourra apprécier donc la capacité managériale de cette équipe. Mais à l'étape actuelle, on constate simplement qu'il y a pratiquement une sorte de reconduction de l'ancienne équipe. Et bon, une timide entrée, et puis quelques déplacements de pions, c'est ce qu'on note. Bon, c'est vrai, je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus pour le moment, mais je suis tenté de dire que le PRD a fait son entrée dans le gouvernement, cela reste à démontrer. Moi, je me dis seulement que n'est-ce pas là déjà l'atomisation du PRD qui a commencé, parce que quand ça commence ainsi, on sait comment ça se termine. C'est ce même membre du PRD qui va commencer bientôt par se désolidariser des siens. Bon, on est loin de ça, mais moi je suis un analyste, je me dis ce n'est pas une entrée du PRD, c'est son atomisation en douce qui a ainsi démarré par l'entrée de ce membre influent du parti. Donc je voudrais m'en arrêter là pour faire ce constat et dire que le président a reconduit son équipe. Et puis dès lors que ça a été reconduit de cette façon, je me dis c'est une équipe pléthorique à la limite. Parce que s'il fallait reconduire, il fallait plutôt alléger les choses, faire en sorte qu'il y ait moins de personnes à qui confier les tâches. Si le président a supprimé le ministère dont on a parlé, c'est qu'il pourrait en supprimer d'autres qui ne sont pas, à mon sens, utiles. Si je me mets dans sa philosophie à lui, si je me mets dans sa posture, donc on pouvait se retrouver avec une équipe légère d'à peine 15 personnes. Je me permets de rester toujours avec vous, Perzo Anago. À la lecture de cette liste, on a comme impression que le chef de l'État a voulu rester dans la dynamique de départ afin de sauvegarder les acquis de son PAG. Pourquoi une telle dynamique quand on sait que beaucoup de partis et mouvements politiques l'ont soutenu pour ces élections, attendant bien sûr le retour de l'ascenseur? C'est vrai, généralement c'est ce à quoi on s'attend. Bon, mais moi j'ai noté depuis 2016 que nous avons un président qui aime se particulariser. Même si les résultats ne sont pas forcément de bons résultats, il aime se particulariser, il veut jouer à l'anticonformiste. Donc c'est ce que j'ai constaté, y compris même par la suppression de ce ministère. Je me dis parfois que le président se dit, faisons-le pour voir ce que ça va donner. C'est-à-dire sans en connaître la finalité. Et il le fait parce qu'il veut être anticonformiste. La preuve, ceux qui l'ont accompagné ne sont pas présents dans l'équipe, mais lorsque vous dites qu'il veut sauvegarder le PAG, j'en doute. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, quel est le bilan qui nous a été fait du PAG? Personnellement, de mon point de vue, j'ai observé, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors qu'au lancement du PAG, en décembre, à la prise de son pouvoir en 2016, il disait qu'à étape régulière, on fera le point. Je ne connais pas de point, à moins que cela ait été fait en catimini. Donc, il faudrait qu'on puisse apprécier le bilan qui a été fait du PAG pour savoir si le PAG est à sauvegarder ou non. Un bilan à mi-parcours, je dirais, a été fait au détour de sa tournée, et bien sûr, au dernier jour à Cotonou. Non, je vous en prie, ce n'est pas cela. Il existe, moi j'ai souvent dit ceci, les outils et les mécanismes existent pour apprécier ce genre de démarche. Le président de l'État les a utilisés au lancement. Je m'attendais à ce qu'il ait les mêmes outils
à l'atterrissage. Il ne l'a pas fait, même si c'est à mi-parcours. Donc, moi, je dis, il n'y a pas eu de bilan à la date d'aujourd'hui en ce qui concerne le péage. Et donc, sauvegarder ce péage, je me dis, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, on ne sauvegarde que ce dont le bilan a été, de façon incontestable, connu de tous. Bon, moi, de mon point de vue, je n'en connais pas. Et je ne sais pas si les miens qui sont ici présents en connaissent. Capitaine Napoléon Maforican, vous êtes également un observateur de l'actualité nationale. Alors, dites-nous, quelle lecture faites-vous de ce remaniement? Je ne ferai pas mieux que les deux prédécesseurs. Donc, le chef de l'État, c'est son pouvoir. Il nomme aux fonctions, il me fait aux mêmes fonctions, donc il nomme qui il veut. Il crée les portefeuilles ministériels lui-même, il définit les contenus, il échange à volonté. Donc, a priori, on estime qu'il a formé un gouvernement qui répond à son orientation et aux défis qu'il se lance pour le prochain quinquennat dont il a parlé lors de son investiture. On constate simplement dans la logique des deux autres interventions que les deux partis, moi ça me conforte, excusez-moi, ça me conforte dans la lecture que je fais depuis le début des réformes, que la palme a été donnée aux partis regroupés. Parce que l'UP et le BR s'en sortent quand même avec le gros lot. On a pensé que les deux autres, le PRD, Moël et UDBN, se représenteraient, surtout lorsque le chef de l'État a quand même fait le tour de ces partis. Mais ils ne sont pas au gouvernement. Sans doute qu'ils seront ailleurs. Le PRD s'est retrouvé au gouvernement. Il était déjà une fois. Il en est sorti dans le cadre donc, de la réforme. On ne sait pas si le ministre est redevenu PRD ou s'il est allé ailleurs, d'où on peut comprendre un peu les persos. Donc, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il faut dire? Non, on n'a pas eu un nouveau gouvernement. Le président sortant reconduit a formé un gouvernement qui est la reconduction de ceux avec qui il a passé ces 5 dernières années et avec de légers ajustements. Lorsqu'on a dit 3 sorties, en réalité c'est 2 sorties. Le troisième avait déjà fait un choix. En allant au conseil électoral, il est sorti d'office. Donc sa sortie n'est pas actée. Il ne pouvait pas être au conseil électoral et être au gouvernement. Donc du coup, sa sortie était déjà actée depuis, en réalité par démission de fait. Donc, j'ai eu c'est 2 sorties, et puis voilà, 2 sorties. Alors, la grande surprise, hein, c'est la suppression carrément du ministère de la Communication et de la Poste. À quoi est due, selon vous, cette disparition de ce ministère? Au départ, j'avais cru que c'était une omission. C'était une omission en me disant que bon, l'économie numérique allait récupérer, comme c'était au départ, le ministère de l'économie numérique et de la communication. Donc, et puis après, le chef d'État est intervenu pour clarifier. J'ai vu là-haut, j'ai vu un peu la trajectoire et l'orientation. On peut en dire ce qu'on veut. On peut en dire ce qu'on veut. Ça nous permet d'ouvrir le débat sur quel regard nous portons sur l'avenir des médias. Vous voyez, il y a des réformes énormes qui se font dans le domaine des télécommunications. On en parle peu. Si on demande à quelqu'un qu'a devenu Béné Télécom, je ne sais pas combien il répondrait. Qu'a devenu Béné Télécom infrastructure, Béné Télécom service, je ne sais pas si beaucoup répondraient. Parce que nous ne suivons pas ces réformes. Or, ça faisait partie d'un pas important des attributions de l'ancien ministère de la Communication. Je ne parle pas de celle qui est partie. Parce que le ministère de la digitalisation et de l'économie numérique, c'est ça, non? Le ministère de l'économie numérique et de la digitalisation avait déjà récupéré ce volet infrastructure numérique, les anciennes télécommunications, ce qu'on appelait les télécommunications, l'OPT, avec, bon voilà, donc tout ce qui est infrastructure dans le cadre du numérique, tout ça est allé dans les sociétés, SPIR, et ces sociétés aujourd'hui dépendent du ministère de l'économie numérique et leur conseil d'administration. Enfin, elles sont pratiquement fonctionnelles. Mais on n'en a pas beaucoup parlé. Il reste quoi alors? Il reste les communications, donc les médias et la poste. Alors, de l'orientation que le chef d'État lui-même a fait de son développement, c'est que la poste, aujourd'hui, est réorientée dans sa nouvelle action. A quitté plutôt, n'est plus vraiment dans les communications, ni les télécommunications,
Mais d'abord, combien de personnes utilisent encore de télégraphes, de timbres-poste, de courrier postal, les chèques postaux? Alors, quand on parle de chèques, on n'est plus dans le domaine purement de communication. Donc, même si c'est un moyen de paiement à vue, je peux rester chez moi et mettre un chèque et faire payer. Mais aujourd'hui, tout ce volet de paiement à distance, hein, de cartes, codes, tout ce que nous voulons, ça se fait en intelligence avec le secteur des finances. Et donc, la Poste, réorientée vers les finances, il reste quoi? Les médias. Les médias ont été naturellement confiés à la RAC par notre Constitution. Ont été naturellement confiés à la RAC par l'article 24 de la Constitution. Les médias, en tant qu'organe de liberté de presse, donc la liberté de la presse est reconnue et garantie en République du Bénin, elle est protégée par la RAC, voilà l'article 24 de la Constitution. Donc les articles 42 et 43 ont redéfini, ont créé l'institution, envoyé la loi organique, et la loi organique a précisé à bien des détails les interactions entre les médias et la RAC. Le problème qui s'est posé et qui se pose et sur lequel les confrères et donc les débats de demain vont continuer, c'est justement lorsque le chef d'État a décliné sa nouvelle orientation aujourd'hui en confiant à la RAC le secteur des médias, donc en retournant en fait à la RAC ce que la Constitution lui avait conféré. Il est resté alors, quelle est la question, quelle est la place du service public de l'ouest de l'information? Du point de vue contenu, il ne se pose pas un problème, mais du point de vue administratif, c'est peut-être là qu'il faut peut-être attendre le gouvernement, les nouvelles options du président de la République et du gouvernement pour voir quelles sont les interactions, les liens fonctionnels entre l'exécutif et le service public. Mais il y a beaucoup d'évolutions ailleurs qu'on peut regarder et sur lesquelles on peut peut-être faire quelques options ou quelques projections, mais en se disant que si le président de la République décline aussi clairement sa nouvelle vision, c'est que c'est pratiquement déjà tracé. Il va falloir peut-être avoir un peu de patience pour voir où est-ce que tout ça devrait nous conduire. Et justement, le sujet est si important que déjà à quelques minutes ou à quelques heures de la publication de la liste du gouvernement, le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur la question pour donner plus d'explications. Quelle appréciation faites-vous de cette sortie du chef de l'État? Quand je l'ai écouté, l'impression, la lecture que j'ai eue de ce qu'il a dit et qui est un peu différent de ce que mon prédécesseur a dit tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que le chef d'État a une vision un peu minimaliste des médias au Bénin, une vision, j'allais dire que j'ai l'impression que le chef d'État regarde un peu les médias un peu de haut, parce que effectivement, quand vous suivez un peu l'actualité politique, je n'ai jamais vu le chef d'État accorder une interview à un média béninois. Je l'ai vu accorder des interviews à Le Monde Afrique, plusieurs fois à Jeune Afrique, plusieurs fois à RFI, plusieurs fois à France 24. Et donc, quand il a décliné son programme, j'ai vu que tout ce que le chef d'État pense qu'on peut faire pour la presse, c'est des problèmes de formation, des problèmes d'appui budgétaire. Et donc, la presse se résume qu'à cela. Les problèmes qui concernent les formations, les appuis budgétaires, c'est parce que les organisations professionnelles elles-mêmes ont décidé de confier cela à la RAC. Sinon, pour moi, ces objectifs, ces missions n'étaient pas des missions de la RAC, c'est des missions de nos organisations professionnelles. Je crois que le doyen qui a suivi les choses en son temps pourra nous éclairer sur ça. Donc, pour moi, la RAC devait être gardée dans son essence primaire, dans son essence de début, qui est de protéger la liberté de presse. Ça, c'est votre avis. Alors, Perzo Anago, le chef de l'État, a promis mettre plutôt les moyens nécessaires à la disposition de la RAC afin qu'elle assume pleinement ce rôle. À votre avis, pourrait-elle, au vu de sa configuration actuelle, assurer cette fonction sans qu'il y ait de confusion? La RAC est déjà en pleine confusion.
Et il faut aussi dire ceci. C'est vrai que je ne voudrais pas ironiser. Nous avons 23 postes ministériels, si je ne m'abuse. Bon, là, on tend vers le 24e poste ministériel. Si il advenait que le gouvernement mette, comme c'est promis par le chef de l'État, les moyens à la disposition de la RAC. Alors que nous n'avons rien inventé. Et heureusement d'ailleurs que mon confrère Marcel disait, pour terminer, que c'est une inspiration. La RAC du Bénin s'est inspirée du CSA en France. C'est vrai. C'est bien d'avoir situé le contexte. Et aussi, ce que moi je voudrais ajouter, c'est quoi? À l'origine, et jusqu'à l'heure où nous parlons, les instances, c'est une instance de régulation. Les instances de régulation leur demandent deux petites choses. L'indépendance en droit et en pratique. L'indépendance en droit et en pratique. À moins que la RAC du Bénin ne soit une RAC totalement particulière qui n'a que faire de l'indépendance en droit et en pratique. C'est-à-dire en droit bien codifié et tout. L'indépendance, je voudrais aller plus loin pour dire, l'indépendance et l'autonomie. On me dira que la RAC a une autonomie budgétaire. Bon, et la RAC, aujourd'hui, est-ce que la RAC est indépendante? Moi, je répondrai, et ça m'engage, non. Qu'est-ce que tu veux pas dire? Je dis, je vis ça. Alors que, à tout le moins, la RAC du Bénin fait partie d'organisations internationales, des instances de régulation, qui ont un souci. Il a été constaté par des études avérées que les instances de régulation, surtout en pays francophone, manquent d'indépendance. C'est-à-dire sont inféodés au pouvoir. C'est inféodé au pouvoir, croyant bien faire plaisir au pouvoir. Mais, même au Bénin, par rapport à la Constitution et à la loi organique, c'était clair que ça a été bien dessiné. La RAC devrait s'affranchir du pouvoir direct de l'État. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que c'est... on a même dit, c'est-à-dire une structure de contre-pouvoir. De contre-pouvoir, pas au sens d'opposition. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est la RAC qui est derrière les journaux, les journalistes, la presse, les attrape, les fout où il faut les foutre, les embastille à la limite. C'est cette RAC qui est devenue pratiquement la méchante dame, perchée sur son balai, comme une sorcière à pourchasser les professionnels des médias ou la presse. Alors que son rôle, comme l'a rappelé mon confrère tout à l'heure, c'est plutôt d'aider à promouvoir. Je n'apprends rien aux conseillers. Je continue de l'appeler conseiller parce qu'ils ont fait leur bonhomme de chemin. Je ne lui apprends rien, il me dira le contraire tout à l'heure. Et donc moi je dis, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, au moment où on recherche l'indépendance des instances de régulation, et plus particulièrement de la RAC de mon pays, c'est en ce moment que le pouvoir se l'arrache et va lui donner les moyens afin qu'elle gère désormais la presse. Du coup, il y a une confusion. Une véritable confusion. Et je voudrais dire ceci. Lorsque ce sera le cas, nous avons notre 24e ministère, parce qu'en réalité, à l'intérieur de la RAC, il y a un cas qui a été soulevé tout à l'heure, la gestion des organes de presse, du service public par exemple. Vous savez, quand on remonte un peu en arrière, on observe comment certaines RAC ont fonctionné, y compris la mandature où a excellé mon confrère d'en face, Maforican. En leur temps, je me souviens encore, il y avait ce monitoring qui permettait de réguler réellement, même les médias, l'accès aux médias du service public. Et puis, des répertoires, des documents normatifs étaient régulièrement produits qui disaient tel a excédé de 2 minutes, tel a excédé d'1 minute et tout le reste. Voilà l'une des fonctions qui me semble être utile pour la RAC. On a vu d'autres mandatures et celles-ci qui sont passées complètement silence, ne font pratiquement rien, à la limite font le jeu du pouvoir. Aucun pouvoir n'a jamais voulu promouvoir la liberté. Aucun pouvoir, que ce soit ici au Japon, aucun pouvoir. S'il était donné au pouvoir de se lever un beau matin et de ne rien voir comme contradiction en face, ils applaudiraient de leurs mains et de leurs pieds. Et c'est ce à quoi la RAC en ce moment est en train de se conformer. Et nous, on cherchait en ce moment mais à se demander comment faire pour que la RAC retrouve son indépendance. Et c'est en ce moment que Youpi, le gouvernement, veut se l'approprier encore et lui donner les moyens pour s'occuper. Je voudrais terminer pour dire, l'aide de l'État, je suis tout à fait d'accord, ce n'est pas du ressort de la RAC. Je parle de l'aide de l'État à la presse privée. Pour ceux qui ont fait l'histoire, et j'interpelle encore le conseiller Maforican,
il n'était pas conseiller à l'époque. C'est-à-dire, nous-mêmes, professionnels des médias, nous nous sommes retrouvés quelque part ce jour-là pour décider de remettre la gestion. Pardon? Vous voulez parler des états généraux de la presse? Non, pas du tout. Et pour remettre la gestion de l'aide de l'État à la presse. Mais n'oublions pas que l'aide de l'État n'était pas venue seulement pour la presse. Il y avait d'un côté les syndicalistes qui recevaient aussi leur manne. Et ça leur a permis, pour la petite histoire, d'aménager la bourse du travail. Donc ce n'était pas eux, ils ne sont pas allés chercher leur hack. C'est nous qui avions fait de la hack le gestionnaire de notre manne. Et donc la hack n'avait pas pour priorité d'avoir ses sous. Eh bien, la gestion qu'il en a faite, moi je l'ai contestée sous la mandature où Clément Valentin, paix à son âme, était vice-président. Je l'ai contesté, j'ai dit qu'il ne revenait pas à la hack de faire ce que la hack faisait là. Aujourd'hui, la hack va avoir les moyens désormais pour gérer l'aide de l'État. Bon, je voudrais m'en arrêter là pour dire c'est un mauvais rôle dans lequel on voudrait introduire la hack et ce serait bien dommageable pour son indépendance qui est déjà complètement remise en cause. Alors, Agapite Napoléon Mafori, quand vous êtes un ancien conseiller de la HAC, on connaît déjà les difficultés de cette HAC-là à assurer la régulation de la communication en général avec la panoplie d'organes dans le pays. N'est-ce pas un travail de trop pour cette institution? Quand j'écoute les confrères, je suis quand même un peu apeuré. Je suis apeuré, un peu découragé ou déçu. Parce qu'en réalité, on devrait sauter sur l'occasion. Quand nous étions aux États généraux en 2002-2003, nous voudrions moins de gouvernement et plus de la HAC. Nous voudrions que la HAC nomme directement, par exemple, et c'est dans les chantiers, les directeurs des organes de presse du service public, qui ne les proposent plus au gouvernement. Alors donc, quand je nous écoute aujourd'hui, et pas seulement ici, je dis non, ne prenons pas les frustrations pour la règle. Retournons aux fondamentaux. Je dis la Constitution. Vous parlez des syndicalistes tantôt. Les syndicalistes, aucun organe ne leur est octroyé par la Constitution. Mon jeune confrère parlait tantôt de comment la HAC a été créée. La HAC, demandez à Wenotin, il est père, son ami, le moment, mais Agbidiroukou est là, Alagbade est encore là, Agbota est encore là, il y a Dassi est encore là. Posez-leur la question, ils vous diront, Amewe Undi, il vit encore, ils vous diront que c'est justement pour enlever le service de contrôle du secteur de la communication des médias des mains du gouvernement. Ce n'est pas une affaire de régulation. C'est empêcher, au regard du centralisme qu'on a connu sur le PRPB, d'empêcher que les médias, les journalistes, professions libérales ne soient régentés par l'État, par le gouvernement. Donc c'est que le journalisme, profession libérale, ne soit régenté par... Ce n'est pas un fonctionnariat, le journalisme. C'est une profession ouverte, libre, indépendante. Donc le journaliste est un homme libre, quel qu'il soit du service public que du privé, qui travaille pour un journal confectionné comme La Croix, ou comme un journal dogmatique comme l'Humanité, qui est affilié, ou comme un journal syndicaliste. Un journaliste, il signe la charte à l'interne, il connaît. Donc en toute liberté, j'ai signé la charte d'entrer dans la profession, dans l'organe de presse. Je sais que l'orientation, c'est dogmatique. Je sais que l'orientation, c'est à gauche. Je sais que c'est à droite. Je sais que ça appartient à tel groupe économique. Voilà la profession libérale. Donc, c'est dans cette optique que les confrères ont proposé. Et j'ai un témoignage de Doyen Agota, et lors quand on a fêté les 30 ans. Mais vous l'écouterez à la base de la même manière comme d'autres aînés qui vivent. Là, quand vous regardez la loi organique, c'est vrai que la structure a été récupérée déjà dès la création par les politiques. Mais c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. Et la loi organique, 92-021 du 21 92, portant loi organique de la HAC, a été claire. Mais quand je vous avais renvoyé à l'article 24 de la Constitution, ça veut dire quoi? Que la liberté de presse, qui est le principe général, au nom duquel nous, les médias, on est assis aujourd'hui, est garantie, est protégée par la HAC. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui protège la liberté de presse au Bénin, c'est la HAC. C'est ça, le principe. Et les articles 42 et 43 de la Constitution, en créant la HAC, on dit en même temps sa mission. Protéger la liberté de la presse, veiller au respect de la déontologie en matière de presse et de communication en République du Bénin, et l'égal accès aux médias de service public. Quand on dit l'égal accès, donc, ça veut dire quoi? Quand vous regardez les trois fonctions, rien que même la fonction de protection de la liberté de presse, induit déjà une régulation.
induit déjà une restriction d'autres libertés. Parce que en posant une liberté, on restreint d'autres. C'est le principe même. Vous allez revoir ça dans la loi organique, où l'article 3 de la loi organique a énuméré un certain nombre de champs dans lesquels la HAC peut limiter la liberté de la presse. Par exemple, l'ordre public. Par exemple, les nécessités de défense. Par exemple, la protection de l'enfance et de l'adolescence. Par exemple, les impératifs technologiques et autres là. Par exemple, les valeurs culturelles. Pour ne pas... Donc, regardez, quand vous prenez l'ordre public seul, vous voyez déjà comment la HAC, rien qu'en se basant sur l'ordre public, la HAC peut limiter suffisamment le champ d'exercice de la profession. Puis on dit la liberté de presse ne peut être limitée que par, et on a listé, c'est dans l'article 3 de la loi organique. Vous comprenez que la Constitution de 1990 a donné la main à la HAC, la loi organique l'a renforcée, l'a bien fait asseoir, comme nous parlons de la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas donné les moyens à la HAC de faire sa politique. Premier élément de limite, c'est la désignation des membres. 3 par le chef de l'État, 3 par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par la profession. Regardez la Cour constitutionnelle, avec les missions de la Cour constitutionnelle. Comment elle est désignée, et tout le monde attend sa liberté. 3 par le chef de l'État et 4 par le bureau de l'Assemblée nationale. Et lorsque le bureau de l'Assemblée nationale est majoritaire, comme on en a constaté en 2000, en 1998, en 2003, en 2007, en 2018, en 2013, en 2018, c'est-à-dire que pendant tout le temps, en dehors de la première mandature de la Cour constitutionnelle, tout le temps, le gouvernement est majoritaire au Parlement. Donc, la Cour constitutionnelle a toujours été installée avec une majorité favorable au chef de l'État. C'est pour vous montrer simplement que nous n'inventons rien. Nous sommes tributaires de ce qu'on a, de la Constitution de 11 décembre 1990, auquel beaucoup sont tellement attachés qu'on ne doit même pas la retoucher. Donc, 9 personnes. Mais quand il a essayé de désigner les 9 personnes en 1993, les gens deviennent plein d'hommes politiques. Il y a une loi organique, une nouvelle loi, une loi rectificative, qui a donné les profils des 3 que le chef d'État doit désigner, un communicateur, une personnalité, un juriste. Même chose pour le bureau de l'Assemblée. Et la profession doit désigner un journaliste de la presse écrite, un journaliste de l'audiovisuel et un technicien de télécommunications. Il a fallu batailler d'abord pour écarter ceux de l'OPT à l'époque. Parce que les potiers, les ingénieurs potiers avaient dit que je suis technique. Bien. Mais le problème, qui est communicateur? Voilà l'autre débat. Et donc vous vous retrouvez avec des professeurs d'université qui sont communicateurs. Qui est personnalité? Vous vous retrouvez avec des conseillers, des chefs de quartier ou des conseillers de chefs de quartier. Même les conseillers. Comme des personnalités. Voilà là qu'on a. Donc, tous ces dysfonctionnements de départ, ou toutes ces récupérations, ont empêché l'institution, ou ont brouillé la mission confiée à l'institution. Et au fil des ans, au même moment, les médias qui devraient s'organiser à l'interne et fonctionner de manière autonome n'arrivent pas à se prendre en charge. Nous parlions de l'ODEM tout à l'heure. L'ODEM doit de l'argent. Pourquoi l'ODEM va devoir, l'Observatoire de la déontologie, créé par les unions préfectières? Quel organe de presse paye sa cotisation régulièrement pour qu'on s'auto-administre? On ne le fait pas. Et on dit l'État, l'État. Quel État? Donc, une profession libre, libérale. C'est comme on demande aux avocats, que les avocats maintenant disent que, bon, que leur siège n'est pas, ils doivent, on leur a dit qu'ils sont débiteurs et on accuse l'État, le gouvernement. Non. C'est-à-dire que vous êtes une profession libérale, vous êtes libre, indépendante, autonome, vous devez au moins être responsable. Les associations fêtières ont un rôle à jouer dans la situation. Pour ne pas trop monopoliser, je vais conclure en disant, laissons les questions de... tout à l'heure, au départ, j'ai commencé par parler de la tutelle au niveau du service public. Je vois le grand débat, c'est quelle doit être l'orientation désormais du service public. C'est justement la question que je m'avais vous poser. Alors donc je conclurai sur ce point-ci en disant, le vrai problème qui se pose actuellement, ce n'est pas... Nous devons applaudir Patrice Talon quand il a dit, je remets tout. En dehors de la formation,
La régulation est déjà confiée par la Constitution. Tout est confié par la Constitution à la HAC. La politique de l'État en matière de communication, le gouvernement l'a définie et l'exerce par le palais ou par un ministère qu'il veut. Quand on fait le point, le gouvernement a fait un gros pas en avant et nous devons l'applaudir en remettant la HAC dans ses fonctions. Maintenant, il appartient l'interaction professionnelle à apparaître en face de la HAC comme des interlocuteurs valables en mesure de l'aider à mieux appréhender sa mission et à l'exercer. Voilà le débat là où on doit le prendre aujourd'hui. Sinon, les frustrations précédentes ne risquent pas de nous faire avancer dans la nouvelle approche, qui est une approche révolutionnaire, je dois le dire, au regard même du développement international dans le domaine. Les technologies de l'information et de la communication nous font, la TNT, rien que l'avènement de la TNT, nous faut changer de paradigme totalement. L'ONTB ne peut plus continuer à fonctionner comme il fonctionne. L'ONIP, je ne sais pas si ça veut dire la nation doit continuer à exister sous cette forme. Il y a une révolution en cours où nous devons aller chercher que propose le gouvernement. Quand le président Talon parle, où est-ce qu'il veut déjà aller? On devrait aller à cette information avant de dire oui, c'est bon, mais c'est pas, non, c'est pas bon. Mais si on commence déjà pas à dire non, le gouvernement doit, on se trompe. Voilà. Alors, chers invités, dites-nous de façon concrète, comment est-ce que ça va se passer désormais, cette collaboration entre le pouvoir public et la presse? Mais il faut d'abord reconnaître que ces rapports étaient déjà malaisés. Et il faut le reconnaître. Tout à l'heure, il y a Marcel qui disait qu'il se désole du fait que le chef de l'État est privilégié depuis son avènement au pouvoir les médias internationaux au détriment des médias locaux. À des exceptions près, c'est ce qui s'observait. Je dis il y a des exceptions, mais il y a des exceptions près. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Agathe, je voudrais quand même le marquer, c'est quoi? Si de façon aussi simpliste, il peut comparer la presse étant une profession libérale à d'autres, à des quincailleries, à des cabinets d'avocats, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis certain qu'il l'a fait peut-être pour... parce qu'en réalité, la presse, qu'elle soit privée ou publique, rend un service public. On ne peut pas me dire, je suis désolé, l'avocat est éminemment commercial, éminemment, je vous en prie, lorsque vous ouvrez votre... Est-ce que vous savez qu'il y a des médias qui se créent, qui rendent le service sans même faire de la publicité? Quel est le cabinet d'avocats régulièrement constitué qui s'installe et dit, moi je ne veux pas un copec, je suis là, j'officie, et puis, non, je vous en prie. C'est peut-être mieux qu'on reste dans les médias. Non, parce que le journal qui ne peut pas on ne peut pas comparer une entreprise de presse, et surtout quand on parle d'une entreprise doit répondre à un modèle économique. Fut-elle de profession libérale à un cabinet d'avocats. Donc je voudrais continuer. La presse est une entreprise et elle doit répondre à un modèle économique également. Absolument, ce n'est pas des choses caritatives. Je dis, nous rendons un service public. Et donc, maintenant, ce que vous avez dit, la collaboration. La collaboration, elle était déjà malaisée, je l'ai dit tantôt. Le chef de l'État ne porte pas vraiment dans son cœur, jusque-là encore, pour les 5 premières années, encore qu'en campagne, il nous a fait miroiter énormément de choses, on y avait cru. Et donc, pendant toutes les 5 années qu'il a eu à faire au pouvoir, moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment porté la presse béninoise dans son cœur. C'est vrai que là... C'est une impression personnelle. C'est une impression qui m'engage. Et je dirais, par contre, les médias de service public étaient chouchoutés, je suis tenté de le dire, parce que ces médias de service public exécutent au pouce et à l'œil ce que veut le gouvernement, et c'est ce qu'on a constaté. Par contre, la presse privée, qui est quand même une presse assez dynamique, hormis quelques tares qu'on peut mettre de côté, la presse privée a été laissée pour compte. Et mieux, moi j'ai pressenti, et c'est ce qui devrait désormais gouverner les rapports, j'ai pressenti qu'il y a une sorte d'étouffement et qui devrait permettre, n'est-ce pas, de mettre la presse privée dans une posture à l'étroitesse et quitte à la récupérer d'une manière ou d'une autre. Si nous tenons compte de ce que, à l'avènement de ce régime, sur les 5 années que nous venons de vivre, la presse est restée dans ses plus petits souliers,
les prochaines relations devraient être des relations de bons partenariats, des relations franches, parce qu'en face, nous avons le pouvoir qui a besoin d'avoir une presse dynamique, une presse véritablement structurée, et qui devrait faire en sorte que cette presse existe. Donc, si le gouvernement développe réellement la démarche qui ici est, je pense que la collaboration ne devrait plus souffrir de quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous vous réveillez, il faut aller sur RFI, sur France 24, pour écouter les sorties du chef de l'État. Quand il veut s'adresser à son peuple, c'est à partir de Paris ou de Beaune, à partir d'un média international. Vous parlez réellement je vous en prie, France 24. Je fais les corrections. Oui, mais avant de terminer, je voudrais me rappeler. Non, je ne savais pas que la rédaction de France 24 et de RFI était domiciliée à Zadjoumé ou quelque part à Boycon. Mais si on peut me l'apprendre, en 3 ans, il y a eu 2. Et il y a eu combien d'émissions avec la presse locale? 2 également. Il y a combien avec 2 ou 3. 2 ou 3. Il y a eu 2 ou 3 avec la presse locale, 2 ou 3, 2 avec la presse internationale. À ma connaissance. Et dans les magazines béninois? À ma connaissance. Marcel Zoumeno, je voudrais bien vous demander que deviendront désormais les points focaux installés dans chaque ministère au cours du quinquennat qui vient de finir. Alors, vous posez une question qui, je ne sais pas si je peux répondre, parce qu'en fait, je dois faire cette nuance. Moi, je n'ai jamais fait la communication depuis que je suis dans les médias. Donc, c'est une option. Je n'ai jamais fait la communication. Je constate que ils n'ont plus de tutelle administrative parce que c'était rattaché à la direction de la communication qui est en train, selon ce que j'ai appris, de disparaître. Le gouvernement va réfléchir et choisir le modèle de communication qui le plaît. Mais pour moi, ce qui me concerne, et c'est votre question liée aux relations que le gouvernement doit avoir avec les médias. Moi, je plaiderais peut-être pas pour les contrats aliénants qu'on a aujourd'hui, qui sont devenus parfois des contrats personnels, et on parle de clébé. Parce que l'évolution qu'on a observée aujourd'hui, c'est que ce n'est plus des contrats seulement avec des institutions, des organes de presse, mais il y a des contrats directs avec certaines choses-là. Et moi j'appelle ça des contrats aliénants. Moi je souhaite qu'il n'y ait plus ces contrats. Mais je plaide pour que l'aide de l'État à la presse, qu'on a coupé depuis près de 5 ans, et qui est quand même quelque chose, ce qu'on appelle dans notre jargon, un droit acquis pour nous, qu'on puisse toujours continuer à nous octroyer cette aide-là, pour nous permettre de régler quelques problèmes, le fonctionnement des organisations fêtières, mais aussi, ça permettait aussi de financer un peu les organes et de financer aussi quelques formations. Et enfin, je plaiderai également pour, le doyen Agapit l'a dit tout à l'heure, un modèle économique des entreprises. On a fait beaucoup de débats sur ça, mais on n'a jamais trouvé le vrai contenu. Est-ce que le média qui produit un bien qui est du service public, qui est reconnu d'utilité publique, doit être au même régime fiscal qu'une quincaillerie? Je crois que c'est des questions auxquelles nous devons trouver et répondre. Et enfin, il faut, pour ceux qui veulent faire de la communication, parce que les médias aussi peuvent communiquer pour le gouvernement, qu'on rehausse le prix des communications, parce que moi je connais beaucoup de pays dans la sous-région où quand le prestataire c'est l'État, je connais à peu près les prix qui sont pratiqués et je sais aussi les prix qui sont pratiqués au Bénin. Donc tout cela permet d'améliorer le niveau de vie des acteurs des médias pour leur permettre d'être beaucoup plus libres pour faire le travail. Napoléon Mafourikan, quel est désormais le sort de cette direction de communication implantée au sein La direction ne devrait pas disparaître. En principe, la direction devrait, à ma connaissance et selon mes informations, la direction ne devrait pas disparaître. Donc, le directeur de la communication et le secrétaire général adjoint du gouvernement, le directeur de la communication devrait continuer. Je peux me tromper, je ne suis pas au palais et donc je peux me tromper, mais la lecture que j'ai faite un peu de sa fonction, et en attendant, peut-être qu'on le décline. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il continue de l'être. La OEP peut changer. Continue d'être directeur de communication. Oui, un instant.
le poste de secrétaire général adjoint, il le faisait réellement. Ce qu'on lui demande, la seule chose qu'il ne faisait pas, c'est de parler, c'est de porter la parole. Sinon, ils travaillaient ensemble en tant que directeur de la communication. N'oubliez pas que le directeur de la communication de la présidence de la République était le directeur central de la communication du gouvernement. Vous parliez des points focaux dans les ministères. Donc il y avait une centralisation. Et ça, je me rappelle, j'étais un peu au palais, à la cellule de communication du président Yahi. Et c'est déjà en 2009 que cette réforme avait été pensée. Justement, donc, la direction de la communication de la présidence devrait être la direction centrale de la communication du gouvernement. Et c'est ce qui a été acté à l'arrivée du président Talon. Et les points focaux répondent des instructions de la DIRCOM. Ça a le mérite de garder une certaine hégémonie. Parce qu'avant, vous allez voir dans les médias que tel ministre est bon, mais que le chef d'État est mauvais. Ou le déchet est bon, mais le ministre est mauvais. Et vous voyez une sorte de bizarrerie dans les médias. Donc là, au moins ça. Aujourd'hui, le DIRCOM est secrétaire général adjoint, porte-parole. Ça peut être la même personne peut cumuler. Ça dépend si c'est de bon gré à la présidence de la République. Comme on peut nommer un autre directeur de la communication et l'autre va garder. Donc, pour le moment, nous n'avançons pas. Le gouvernement qui, je vous ai dit, qui est le président Talon, et pour le regard, je ne suis pas proche de lui, je ne l'approche pas du tout, mais je dis, pour moi, l'analyste, depuis 5 années, le regard que je porte sur le personnage, c'est qu'il ne lance jamais un projet, et il ne lance jamais une phrase s'il n'a pas déjà la stratégie ou le schéma devant lui. Donc, tout ce que nous disons, je suis convaincu que si on se revient dans 2 ans, les confrères seront contents de nouvelles achats. La coopération, les médias doivent se défaire de la tutelle. Je continue de le dire. Il y a pas, les liens doivent être des relations de partenariat. Avec la HAC. Avec l'État. Il faut que les médias pensent à leur modèle économique. Là, on a un CNPA. Moi, je dis, ça fait un temps que j'interpelle les fêtières, que l'ODEP ne peut pas rester dans la situation où elle est. C'est une démission des fêtières. Et quand je dis le patron de la presse... Et apparemment, toutes les fêtières ont les mêmes problèmes. Il n'y a pas de problème à voir. Que font les entreprises? Est-ce que les entreprises payent? Est-ce que les organes de presse payent au moins le minimum de cotisation? Vous ne pouvez pas être syndiqué et dire que je ne paye pas la... Oui, quand on ne veut pas être responsable, n'interpellons pas l'autre comme la source de notre problème. Commençons déjà, au niveau des médias, par être un organe, une profession libérale, vendant quelque chose du service public. Mais notre produit doit être de qualité pour le vendre à l'autre. Si notre produit n'est pas de qualité, on ne peut pas le vendre. Donc il y a toute une réflexion à l'interne à mener avant d'aller face à l'État. Et le président Talon nous offre aujourd'hui une place en or, en tout cas une occasion en or, pour que nous sortions encore dans notre indépendance, que nous la reprenions et qu'avec un contenu qu'on aille maintenant en discussion. Tout ça, la presse privée comme la presse de service public. Voilà, exactement. Alors, chers invités, nous tendons donc vers la fin de cette émission. Votre mot de fin pour ce quinquennat en ce qui concerne le domaine de la communication. Quelle sera la collaboration entre la HAC et les professionnels des médias désormais? C'est une franche collaboration et basée sur les principes qui guident l'exercice de notre métier. C'est-à-dire qu'il faut l'indépendance. Le journaliste a besoin d'être indépendant, il a besoin d'avoir l'accès à l'information. Parce que là, je ne parlerai pas seulement de communication, il s'agit de médias et de la presse. Autrement, et moi, l'idée qui m'est venue même, je me suis demandé, mais puisqu'on a créé l'ARCEP, qui est une structure de régulation, mais je persiste. Pourquoi on ne veut pas renforcer la HAC dans son rôle d'instance de régulation et offrir aux médias, je ne sais pas quel canal, la possibilité de s'autonomiser et d'exister. Car quel sera l'esprit, donc on connaît déjà l'état d'esprit de la HAC. En ce moment, lorsque je suis mon confrère d'en face, c'est-à-dire il invite les fêtières à prendre langue avec la HAC, tout comme si cela ne se prenait pas avant, c'est la HAC plutôt qui fuit les fêtières.
Je demande aux gens de prendre leur liberté, d'attraper leur liberté. Ils ont laissé leur liberté à l'État. Ils n'ont qu'à attraper leur liberté. Que l'État aussi se garde, n'est-ce pas, d'arracher la liberté des... Mais vous laissez, vous laissez... On ne laisse pas. Si l'État décide de vous arracher la liberté, vous pourrez l'avoir en votre tréfonds, l'État va vous l'arracher. Et donc voilà un peu ce que c'est. Josper Zo à Dago. Non, juste une phrase. Je souhaitais effectivement que les relations entre les médias et la HAC puissent être beaucoup plus renforcées et que la HAC cesse moins d'être un organe de pression et de certains confrères disent même rage. Donc je souhaite moins qu'elle cesse d'être un organe de pression et qu'elle joue réellement son rôle de régulation et d'appui. Oui, tout à fait, et d'appui réel pour les médias. Merci beaucoup. D'accord. Moi, je paraphrase le tigre ne se programme pas sa tigre. Je pense qu'il faudrait que les médias béninois, que les animateurs des médias béninois, que les nouveaux responsables lisent, se donnent la peine de lire la documentation depuis 90. Lisent la loi organique sur la HAC. Lisent les lois aujourd'hui. Lisent les documents écrits des États généraux, premier comme deuxième d'ailleurs. Et ils comprendront beaucoup de choses. Parce qu'il y a une paresse au niveau de la profession et une envie de se faire prendre en charge par le gouvernement, par l'État. Le chef de l'État a libéré la tutelle étatique du gouvernement. Donc, au lieu d'en avoir deux, on n'en a qu'un. Et on se plaint. On devrait être heureux de n'avoir qu'un seul interlocuteur avec lequel on doit maintenant affermir les relations et savoir ce que nous voulons. Avec la TNT, il y a un nouvel ordre qui s'ouvre pour une nouvelle ère pour l'audiovisuel. Et nous ne devons pas rater ce moment-là. L'OTB doit faire sa mue et changer. Et les animateurs, les responsables à ce niveau-là, doivent pouvoir commencer par voir quelle doit pouvoir être la nouvelle orientation avec les responsables de l'office, le conseil d'administration et peut-être la direction de la communication. Je pense qu'il y a assez de chantiers. Tout ce qui est nouveau dérange. Le chef d'État a lancé la balle. C'est pas encore les gens n'ont pas encore vu la déclinaison réelle. Donc tout le monde a peur. Mais moi, honnêtement, sans être au gouvernement, sans être proche du chef de l'État ni au palais, moi je peux dire, quand j'ai lu, quand j'ai écouté, je pense qu'il y a des perspectives meilleures que nous pouvons espérer. Mais il faudrait qu'au niveau des médias, la prise de conscience devienne encore un peu plus grande. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous Josper Zo à Dago, qui est journaliste DP du journal La Dépêche africaine. En face de lui, Agapit Napoléon Mafoikan, qui est également communicateur, ancien conseiller de la HAC, et Marcel Zoumenou, secrétaire général de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était une production Josia Média. À très bientôt pour un autre numéro.